Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'une des îles du Japon, qui est une île un peu particulière avec une histoire hyper intéressante, c'est l'île de Hashima. Une île qui a connu beaucoup de transformations et on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Vous êtes prêts? C'est parti! Hashima, la broyeuse de corps. Quand on pense à Hashima aujourd'hui, on pense à une île fantôme, une île abandonnée, une île avec des murs fracassés par le vent et la mer. Mais ça n'a pas toujours été le cas, et pour comprendre son histoire, faut remonter un peu dans le temps, à un moment où le Japon a changé très très vite. À la fin du 19e siècle, le pays vit un choc culturel monumental parce qu'après des siècles de fermeture, l'ère Meiji arrive, et comme un coup de tonnerre, le Japon se modernise à marche forcée, on importe des machines occidentales, on construit des voies ferrées partout, et on passe d'un pays féodal à une puissance industrielle émergente, littéralement en quelques décennies. Et dans les secteurs les plus stratégiques de cette modernisation, il va y avoir le charbon. Parce que sans charbon, pas d'usine, pas de navire, pas d'électricité. C'est vraiment le nerf de la guerre et c'est là qu'entre en scène une petite île qu'on remarquait à peine sur une carte, l'île Hashima, un caillou d'à peine 480 mètres de long, perdu au large de Nagasaki. C'est un endroit tellement hostile que même les pêcheurs n'y voyaient strictement aucun intérêt, et jusqu'à ce qu'on découvre une chose cachée sous ses pieds. En 1887, Mitsubishi rachète l'île. À l'époque, l'entreprise c'est déjà un géant industriel, et quand Mitsubishi décide d'investir quelque part, c'est jamais pour rigoler. Parce que sous Hashima, on a détecté un vaste réseau de charbon sous-marin, et dans une nation qui carbure à l'énergie fossile, c'est un peu comme découvrir un trésor. Mais le problème là-dedans, c'est qu'à l'époque, Hashima, c'est rien, littéralement rien. C'est un rocher battu par les vents, sans eau potable, sans port, sans végétation. Pour en faire une base minière, faut littéralement créer quelque chose à partir du néant. Mitsubishi commence à creuser les premières galeries, les mineurs descendent verticalement pour s'aventurer sous l'océan. C'est une technologie extrêmement exigeante, surtout à la fin du 19e siècle. Les premiers travailleurs sont dans des conditions horribles, ils ont des petits baraquements en bois qui sont pas du tout étanches, tout le vent passe, le froid, la pluie, tout traverse ça, et ils vont petit à petit commencer à produire dans les mines. Et cette production va faire que Hashima va commencer à pousser, grandir, un peu comme un être vivant, à se construire petit à petit. Des murs en béton au lieu des murs en bois commencent à apparaître. C'est plus du tout juste un caillou perdu, c'est devenu une île qui progresse à vitesse grand V, et surtout ce qui est assez fascinant avec Hashima, c'est que c'est devenu une île fantôme certes, mais avant ça c'était le symbole du progrès, c'était vraiment la représentation du progrès japonais. Et c'est cette contradiction qui rend l'histoire de cette île aussi fascinante, parce qu'aujourd'hui quand on y va, c'est des couloirs béants, des cages d'escalier effondrées, alors qu'à un moment, c'était une île qui hébergeait la vie. Dans les années 1930, Mitsubishi va entreprendre quelque chose d'incroyable, construire la première cité en béton armé du Japon en plein milieu de la mer. Parce que le truc, c'est qu'à cause des typhons, c'est impossible d'utiliser le bois comme dans le Japon classique. Et du coup, on construit des blocs massifs, serrés les uns contre les autres. Et c'est là que naît le surnom qui fera le tour du monde, Gunkanjima, l'île cuirassée. Parce qu'elle ressemble plus à un navire de guerre échoué au milieu de l'océan qu'à une île habitable. Et à mesure que l'industrie tourne à plein régime, Hashima devient l'un des endroits les plus densément peuplés de la planète. Plus de 5000 habitants sur seulement 6,3 hectares. Pour donner une idée de comparaison, c'est une densité tellement folle qu'elle dépasse largement les quartiers comme Shibuya ou même Manhattan. C'était une ville verticale, pas d'espace au sol, pas grave, on construit en hauteur. La mer, elle a jamais été vraiment très loin, on l'entendait, on la sentait et on pouvait même jamais vraiment y échapper. La vie sur Hashima, c'est quand même une drôle de combinaison parce qu'on est vraiment sur une île moderne, dense, pratique, mais en même temps étouffante, parce que sur une île que vous pouvez littéralement traverser en 3 minutes, vous allez retrouver des temples, des commerces, des écoles, des hôpitaux, des bains publics. Autrement dit, tout ce que vous avez actuellement à Tokyo, par exemple, ou dans des grandes villes, tout ça condensé sur une toute petite surface. Les habitants de l'île commencent à avoir une vraie solidarité entre eux, parce que déjà, ils se déplacent tous à pied, se croisent tous, parce qu'il n'y a pas la place pour avoir de route, donc il n'y a pas de voiture sur l'île. Et les cages d'escalier deviennent les nouvelles rues passantes, parce que déjà, en cas de typhon, vaut mieux être sécurisé, donc tout est fermé, tout est sécurisé. Mais au cœur de cette vie plutôt chaleureuse, en surface, en dessous, c'est pas la même histoire. Parce que la mine, on vit grâce à elle sur cette île, on vit pour elle, et surtout, elle finit par nous tuer. Quand je dis mine, on parle de descente à plusieurs centaines de mètres sous le niveau de l'océan. C'est une chaleur étouffante, une humidité constante, un danger omniprésent. L'eau s'infiltre, les structures vibrent et parfois les rochers cèdent. Chaque jour, les mineurs descendent dans ces galeries profondes pour extraire le charbon dont dépend l'économie japonaise.
Leur vie est rythmée par des quarts de travail, la poussière, les bruits sourds des machines. Certains racontent qu'en bas il faisait tellement chaud que les ouvriers travaillaient en sous-vêtements, couverts de sueur dès les premières minutes de travail. Des accidents, il y en avait beaucoup, mais ils étaient tous passés sous silence. Parce que le truc, c'est que Ashima ne pouvait pas s'arrêter de produire. Jamais, c'était impensable. Et quand on se plonge dans l'histoire de l'île, on se rend compte qu'en fait, oui, il y avait une communauté très chaleureuse, mais il y avait surtout une île qui broyait les corps, littéralement. Pendant son apogée, Ashima, c'était vraiment la représentation même du Japon, une île moderne où le progrès était fait constamment, mais au détriment du bien-être humain. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est là qu'un changement va s'appliquer pour Ashima. Parce que l'île déjà étouffante devient un vrai lieu d'exploitation isolé. Le charbon, c'est le nerf de la guerre, littéralement cette fois-ci. Et donc l'île est surexploitée, les mineurs aussi, pour extraire un maximum de charbon des mines. À partir de 1939, le Japon manque cruellement de main-d'œuvre, donc ils vont faire quelque chose pour pouvoir compenser ce besoin. Ils vont arracher des milliers de Coréens et de Chinois de leur famille et de leur village pour les exploiter dans les mines. Les témoignages parlent de journées de 12 à 14 heures dans des tunnels suffocants où chaleur et humidité formaient une sorte de cage invisible. Quasiment pas de nourriture, des maladies, la fatigue permanente et l'idée qu'un effondrement pouvait arriver à n'importe quel moment. Pendant la guerre, l'île devient un monde fermé, la vie continue en surface, famille, enfants, école. Alors qu'en dessous, dans les galeries, la souffrance continue, cachée aux yeux du monde, et la mer continue à frapper les murs de béton comme pour rappeler que tout finit par disparaître. Quand on visite Ashima aujourd'hui, il y a encore cette dualité qui est assez marquante entre la vie normale en surface et l'ombre de ce qui se passait dans les profondeurs. Et beaucoup de dilemmes sont encore actuellement en cours entre les historiens, les pays et les anciens travailleurs qui accusent le Japon de minimiser les actions faites contre les Coréens et les Chinois dans les mines. Parce que oui, aujourd'hui, Ashima n'est plus du tout exploité, bien sûr. Et ça, c'est parce que chaque industrie finit par s'éteindre. Et Mitsubishi a fini par fermer l'île d'Ashima. C'est en 1960 que le Japon décide de changer de cap, et le charbon, qui était l'or de l'ère Meiji, est remplacé par le pétrole, qui est moins cher et plus performant. Les mines ferment à travers tout le Japon, à travers tout l'archipel, et Ashima, qui était littéralement fait pour ça, ne sert plus à rien. En 1974, Mitsubishi annonce la fermeture définitive de la mine. Et pour les habitants, c'est pas juste une perte d'un travail, c'est la disparition de toute une ville, de leurs souvenirs, de leurs repères. C'est une île sur laquelle tout reposait sur une seule industrie. Et quand la mine meurt, tout meurt. L'exode commence, les écoles ferment, les commerces aussi, les cartons s'empilent dans les couloirs autrefois bruyants. Et beaucoup ne prennent qu'une seule valise, le reste reste sur place. Parce qu'ils ne le savent pas encore, mais ils reviendront jamais. Des centaines d'objets restent dans leur appartement, des cahiers, des calendriers arrêtés à la date précise de 1974, des jouets, des vêtements, comme si tout avait été figé en plein mouvement, puis abandonné. Et en quelques semaines, Ashima passe de 5000 habitants à 0. Les lumières s'éteignent, les mines sont scellées, les portes verrouillées, puis plus rien. L'île devient un squelette de béton livré au vent et aux vagues. La nature reprend ses droits. Le sel ronge les murs, les vitres se brisent. Et ce que l'homme a construit avec une ambition colossale, la mer le récupère petit à petit. Et c'est peut-être là l'une des dernières leçons que Ashima va donner à l'humanité, et surtout au Japon, c'est que peu importe ce qu'on fait, la nature va toujours finir par reprendre ses droits. Aujourd'hui, Ashima, c'est vraiment une île fantôme au sens premier du terme, parce qu'on peut encore constater la vie qu'il y avait, et qu'il n'y a plus sur place. Depuis 2009, on peut marcher sur un parcours sécurisé bien précis, sans entrer dans les bâtiments, et on comprend vite pourquoi, parce qu'en fait, tout menace de s'effondrer à la moindre seconde. Le silence est presque lourd, juste interrompu par les vagues qui frappent les murs, et la plupart des visiteurs ne parlent même pas, l'île impose naturellement un respect et un silence constant. Ashima donne juste l'impression de tenir debout par habitude. Les bâtiments sont des squelettes rongés par le sel, les escaliers sont des gouffres, et d'ailleurs l'île a même été inscrite au patrimoine mondial en 2015. Ashima est célébré comme un symbole industriel, mais son passé divise quand même les avis, parce que ici, il n'y avait pas que des mineurs japonais. Il y avait des travailleurs forcés, coréens ou chinois, qui ont souffert dans les galeries. Et pour certains, mettre Ashima en avant, sans rappeler cette douleur, c'est trahir son histoire. Sur l'île, cette dualité est vraiment palpable, la fierté d'un côté et les fantômes du passé de l'autre. Aujourd'hui, la question elle est simple, préserver, restaurer ou laisser mourir. Le choix actuel, c'est un peu en entre-deux. On empêche les effondrements majeurs, mais on accepte que l'île disparaisse lentement.
Donc vous voyez, une petite île perdue au milieu de l'océan que même les pêcheurs fuyaient, plutôt n'avaient aucun intérêt pour elle, a fini par devenir le symbole du Japon, pour ensuite redisparaître à nouveau. Donc ça prouve que rien n'est éternel, même pas une île entière. Et je trouve ça assez intéressant. En tout cas, si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, la commenter et surtout activer la cloche pour les prochaines. Et sur ce, moi je vous dis à plus dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.